Ok. Les frères gallois. Denis Sauce Piquante, Zéro RR Podcast. Rémi le guacamole, Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. on récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et Et, comme on vous- est motivés. Comme vous pouvez le voir autour de nous, on a un... Ça brille. Ouais, ça brille. Il y a des lumières, il y a de la vigne vierge, il y a pas mal de petites choses en plus. Le décor continue d'avancer progressivement. C'est pas fini, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas fini, ouais. Si vous regardez bien les lumières correctement, vous verrez qu'il y a des petits trous. Mais il faut regarder finement tout ça. Mais en tout cas, voilà, le décor s'améliore petit à petit. On a eu plein de galères, comme d'habitude. Voilà, on a fait On va dire un que Denis constat. n'est pas dans son meilleur mood. On a fait un constat avec Rémi, c'est que quand on essaye de faire des choses, rien, mais absolument rien ne se passe comme prévu. Vous Ouais. savez, cette situation parfaite où tu te dis, tiens, je vais faire ça. Non, ça part de, je vais acheter ça parce que je me suis renseigné pendant longtemps. Je sais que ça va fonctionner comme ça parce que voilà, c'est fait pour aller ensemble. Et quand tu reçois les trucs, tu te dis, c'est bon, vas-y, je prévois ça, machin. Et finalement, ça se passe jamais correctement. Donc, tu es obligé de bricoler, tu es obligé de... Bref. Et voilà, c'est ça. Qui revient au galop à chaque fois? Le bricolage. Ouais, putain. En fait, ça nous quittera jamais. Ça fait partie de notre ADN. Il peut pas se passer quelque chose sans qu'on utilise un mètre laser, une clé. Bref, il faut qu'on passe par de la manipulation. Tout peut pas s'imbriquer comme ça devrait en fait s'imbriquer. C'est toujours, en fait, voilà, il y a toujours des choses qui vont pas, mais au final, si on devait tirer une conclusion de ça et si on devait faire un parallèle avec la muscu, parce que c'est quand même un podcast muscu, c'est que peu importe quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu veuilles faire, tu auras toujours des putains de bâtons dans les roues, t'auras toujours... Et en fait, tu as deux solutions. C'est soit, mec, tu fais avec, tu t'adaptes et tu restes focalisé sur l'objectif final, soit tu subis, t'abandonnes et tu fais ta putain de fiotasse, tu vois. C'est ça. Et voilà, Faut vraiment pas se résigner. Le but et notre mentalité avec Denis, c'est vraiment de jamais lâcher. Alors bon là, on lance des grands discours alors que c'est juste pour 2-3 raccords, etc. Certes, ça nous a pris du temps, mais c'est pas non plus Non, le il truc. y a plus Il y a de plus de 2-3 trucs. raccords. Mais je veux dire, il y a des choses bien plus graves dans la vie, mais c'est ça. C'est un peu la déterre qu'on a, c'est que sur le moment, vraiment, fait chier quoi. Vraiment, sur le moment, tu te dis, mais on perd du temps, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, on n'arrive pas à se concentrer, bref, ça va pas. Mais on sait qu'on finira par trouver une solution. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que même si tu es dans une galère, tu sais que l'issue sera forcément favorable parce que tu vas tout faire pour que tu t'en sortes. Ouais, puis il y a également quelque chose, c'est qu'avec Rémi, on est tous les deux en déficit calorique. Et quand je suis en déficit calorique, c'est-à-dire que j'utilise mes calories de la meilleure des façons. Quand je perds mon temps, mon énergie, mes calories dans des trucs qui marchent pas comme je veux, ça me rend fou. Mais bon, c'est pas très grave. Et on n'est pas là pour parler de ça. Exactement. Enfin, même s'il y a une petite transition qui est un peu toute faite, là, que tu as faite, c'est justement qu'on va parler de nos déficits caloriques actuels parce que c'est bien aussi de vous partager quelques datas. Je pense qu'on va parler de pas mal de choses en fait dans ce podcast. Ça va être le podcast un peu brouillon dont on a parlé il y a quelques temps, où on va parler de plein de sujets. Donc on va parler de nos cuts. Il y a des sujets divers. On va peut-être parler d'une ou deux erreurs qui sont des erreurs un peu plus brèves. Bref, on va parler de pas mal de choses parce qu'en fait, vous savez pas, mais on avait de l'avance sur les podcasts jusqu'ici. Mais là, nous, ça fait 2 semaines et demie, un truc comme ça, qu'on n'a pas tourné de podcast. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas tourné d'épisode. Et donc, forcément, on a pas mal de choses à dire. Et quand on a perdu un peu notre rituel qui va revenir, parce que du coup, on est jeudi, et c'est jeudi, normalement, enfin, c'est les jeudis, les tournages de podcast. Donc, on va revenir dans notre rythme. Mais là, ça fait du bien d'avoir un podcast où on va tout simplement, genre, juste balancer plein d'infos, plein de choses différentes.
Voilà, parce que ça tiendrait pas à un podcast d'une heure, c'est pas des gros sujets, c'est plus une compilation de petits sujets. Exactement. Et est-ce que Denis, tu veux qu'on partage le jingle du récap de la semaine? Même si ça va plutôt être un récap des 2 dernières semaines. Vas-y Rémi, envoie le jingle. Le récap de la semaine. Promis, on va faire vite. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il était pas mal, mais il y a eu un petit décalage entre le moment où je t'ai dit balance le jingle et je sais pas si je le couperai au montage. Tu peux. Non, je vais le laisser parce que comme ça tout le monde dira mais il y a eu un bug dans le podcast, pourquoi il y a un blanc? C'est le direct. Tu sais, c'est le genre de truc, je sais pas si ça te le fait parfois, tu sais, dans les musiques ou même t'es sur les réseaux, tu sais, t'as un bruit de fond et en fait tu regardes ton téléphone parce que tu crois qu'il y a un truc qui va pas. Je sais que j'avais fait une vidéo comme ça qui avait été virale en partie à cause d'un son. Qui était un son d'une enceinte et du coup en fait l'enceinte se reconnectait et donc en fait les gens checkaient et c'était une vidéo assez courte et du coup ça faisait Une des boucle. vues. Ouais. Exactement. Donc là je pense si tu as checké ton téléphone en pensant qu'il y avait un bug, mets-le dans les commentaires, ça aide au référencement et en plus YouTube en ce moment il strike toutes mes vidéos donc ça me fait chier. Voilà pourquoi Denis est dans un bad mood. En partie aussi. C'est les effets cumulés. YouTube strike toutes les vidéos, même quand je bip les gros mots, même quand il n'y a pas de gros mots, même quand il n'y a pas de miniature, même quand il y a... Et après, en fait, je demande un examen et il me dit « Oh, bah en fait, tout va bien. » Et les 3 € de monétisation que je devais avoir, j'ai plus que 5 centimes. Et en plus de ça, le problème, c'est ça, le gros problème, c'est que les vidéos sont strikées et ne sont pas mises en avant. C'est ça le pire. C'est que tu passes beaucoup de temps à travailler dessus et finalement, bon, même si YouTube, c'est pas non plus beaucoup ce que tu récupères en revenus, mais c'est toujours un petit truc en plus et ça valorise aussi ton travail. Bah, en fait, ce qui fait plus chier, c'est pas la La monétisation, monétisation. c'est le fait que, ouais, du coup, les vidéos ne sont pas mises en avant. Et quand tu crées du contenu pour, voilà, pour partager les choses, enfin, pour partager ta passion, pour partager des informations, pour partager plein de choses. Et en fait, tu as juste le géant YouTube qui dit nope, Ouais. c'est stop de shérif. Non. Non. Du coup, c'est plus ça qui fait chier. Est-ce que je vais arrêter de créer du contenu? Non. Est-ce que je vais continuer à chercher des solutions? Oui, ça fait 2 mois que c'est comme ça. Je vais quand même continuer à essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que même pour les shorts que je mets sur YouTube, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est une guerre permanente en ce moment avec YouTube, mais ça reprend en fait ce qu'on disait au début du podcast. Peu importe tes objectifs, que par exemple tu essayes de prendre du muscle ou que par exemple tu essayes de, je sais pas, grandir sur les réseaux, que tu essayes voilà, de partager ta passion, tu auras forcément toujours des bâtons dans les roues à un moment ou à un autre. Et donc, c'est à toi de persister, trouver des solutions et de sortir de cette situation. Exactement. Maintenant, mon frère, je te laisse inaugurer le récap de la semaine. Donc le récap des 2 dernières semaines, parce qu'il s'en est passé des choses. Comme on vous l'a un petit peu dit, on a attaqué tous les deux un déficit, Denis, depuis un petit peu plus longtemps que moi. Et d'ailleurs, moi, j'ai même plus la date du début de mon cut. Ça doit faire bien 2 mois et demi, je pense. Et du coup, il s'en est passé des choses. Depuis le début de mon cut, j'ai perdu quasiment 10 kilos. Je ne suis pas encore au 10 kills. Non, si, je suis au 10 kills, justement. Je l'ai passé en début de semaine. Et il s'en est passé aussi du point de vue aussi de la programmation. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les meilleures conditions pour faire mon cut, mais en fait, il n'y avait pas de meilleure solution. C'est-à-dire que entre les travaux du gym, un genou qui est un peu fatigué de par les précédents travaux, etc., qui a du mal à récupérer, mais qui récupérait bien et qui s'est à nouveau un petit peu refait la malle la semaine dernière quand on a repris les travaux. Je suis tombé d'une échelle, vous n'en faites pas, ça va mieux, mais bon, les 2 genoux ont pris bien cher. Donc ça allait mieux, bam, je me casse la gueule, ça m'a refait mal au genou. Du coup, les entraînements legs sont pas hyper productifs. Et donc, du coup, j'aurais pu me dire, je vais pas faire mon cut dans ces conditions-là. Mais finalement, on est en été. C'est une période où, au niveau des coachings, c'est pas la période la plus importante. Hein. Beaucoup de personnes ne prennent pas forcément des suivis à cette période-là. Donc, j'ai aussi une baisse d'effectifs à ce niveau-là. Je donne pas mes cours de formation parce qu'à côté, je suis enseignant. Donc, on va dire que j'ai une période un peu plus clémente aussi pour passer plus de temps pour moi et donc m'investir dans mon suivi de mon cut. Donc du coup, on va dire que quand on mesure un petit peu
le pour et le contre du cut, ben, c'est plus le pour qui remporte. Et c'est pour ça que je suis actuellement dans un cut qui se passe très bien, même si, comme je l'ai dit, il y a quelques petites galères. Mais c'est la vie. Tout ça pour dire que il y a eu également aussi un petit séjour en vacances où je me suis éclipsé pendant 3 semaines. 3 semaines. 3 jours. 3 jours. Du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour ma compagne et moi. Donc, c'était cool. Mais du coup, voilà, comment on gère un cut pendant qu'on prend des vacances. Enfin, c'est des vacances, entre guillemets. C'est-à-dire que je prends quand même toujours mon ordinateur, mon téléphone et je ne peux pas m'empêcher, bien sûr, de continuer de faire tout ce que je fais pour mes suivis. Donc, il y a toujours une continuité à ce niveau-là. Donc, on va parler aussi un petit peu de ça, comment j'ai géré un petit peu cette partie-là. Et voilà un petit peu pour le contexte pour ma part sur du coup le début de ce cut-là. Alors, c'est vrai que je voulais partager sur mon cut également, mais c'était plus des données. Je vous avais parlé notamment de certains indicateurs de santé que je traquais depuis le début du cut. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte maintenant à plusieurs podcasts. Dans le podcast aussi sur le sommeil, Ah oui, j'avais exact. dit que j'avais parlé à ce moment-là également que, en fait, si tu avais des difficultés à dormir, si tu avais des difficultés à avoir un sommeil de qualité, bien souvent, en fait, juste le fait de diminuer ton poids allait améliorer les choses de ce côté-là. C'est pareil d'un point de vue de tes marqueurs de santé. Si, par exemple, tu fais un bilan sanguin et que tu as plusieurs marqueurs qui ne sont pas forcément bons, parfois, juste perdre du poids, c'est quand même on va dire quelque chose qui va grandement améliorer tout ça. Et là, par exemple, pour reprendre, parce que je ne vais pas m'étaler sur tous les marqueurs que je traque, etc., parce que ça pourrait, pour le coup, ça faire un podcast entier. Mais là, pendant que Rémi expliquait, j'ai cherché quelques valeurs pour que, du coup, vous puissiez vous donner, enfin, avoir une idée. Le premier, c'est la fréquence cardiaque au repos. Du coup, avant de commencer mon cut au plus haut, donc j'ai pas passé, je l'avais dit, il me semble dans un podcast, mais j'ai pas passé la barre des 100, mais j'étais à 99,9 en gros, quoi. Énorme. Et du coup, pour 1m84. Et du coup, donc, ma fréquence cardiaque au repos à ce moment-là était de 61 en moyenne. Donc, c'est une moyenne mensuelle. Et du coup, donc, 7 semaines plus tard, maintenant, je ne sais plus exactement, je suis perdu aussi un peu dans mon cut. Et du coup, là, je suis sur l'application qui me permet de traquer ça, donc je n'ai pas toutes les données. Mais du coup, donc là, pour vous donner un ordre d'idée, ma fréquence cardiaque au repos sur les dernières semaines était en moyenne de 41. Ah ouais, putain, t'as bien Donc tombé, j'ai c'est énorme. perdu 20 de fréquence cardiaque. Et en fait, tout ça, je le sens quand même sur ma récupération. Au début, vraiment, quand mon poids diminuait, j'avais pas encore la fatigue du déficit. Et par contre, j'avais toutes les améliorations de ce côté-là. Donc en fait, je me sentais nettement mieux. Et vraiment, je me sentais plus en forme alors que j'étais en déficit calorique. Maintenant, c'est un peu différent parce que du coup, la fatigue me tabasse la tronche. Parce que forcément, il y a les travaux aussi. Il y a pas mal de petites choses à côté en plus. Et aussi, je commence à être... en fait, le déficit calorique devient dur à partir du moment où il est sur une longue période. Il y a deux facteurs en fait, qui font que tu commences à sentir la fatigue d'un déficit. C'est la durée et l'agressivité d'un déficit. Donc là, j'ai commencé avec un déficit calorique agressif. Et encore une fois, dans le podcast, il me semble, sur la perte de gras, je l'avais expliqué. Mais en gros, plus tu es sec et moins tu peux aller vite avec ton déficit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec un déficit agressif. Et après, j'ai remonté mes calories pour faire quelque chose de moins agressif. Et du coup, donc là, je sens la fatigue du déficit, mais également... pas que à cause du déficit, parce qu'il y a également plein de choses à côté, les projets, les travaux, etc. Ça, c'était la première chose. Le deuxième point aussi sur lequel j'aimerais revenir, c'était sur l'efficacité de mon sommeil. Et du coup, donc, à la période où je faisais du coup, 99 kilos, j'avais en moyenne 80% d'efficacité de sommeil. C'est-à-dire qu'en gros, je perdais 1h30. Donc, par exemple, je passais 9 heures dans mon lit, je perdais 1h30. Ah ouais. Donc, en gros, je dormais que 7h30. Si on transpose ça à la plupart des gens, c'est ça, on va dire, un des problèmes qu'ont la plupart des gens, c'est que, tu vois, ils vont se coucher, par exemple, à 22h, ils vont se lever à 6h, et ils vont partir du principe qu'ils ont 8 heures
de sommeil. Oui, c'est ça. C'est pas dès qu'on est dans le lit Non. qu'on peut commencer à compter ses heures de sommeil. Exactement, ça se passe pas comme ça. Et surtout que moi, vraiment, si je me couche à 22h, que je me lève à 6h, c'est vraiment 22h, rideau, quoi. Genre, je dors. Oui, c'est pas 22h, t'es dans ton lit. pas de téléphone, t'es pas avec ton tu vois. téléphone où tu lis un livre, etc. Ouais. Exactement. Et du coup, donc, et pareil, 6h, je glande pas dans mon lit, je me lève direct en avant, quoi. Le lit, c'est très important que ça soit juste un endroit où tu dors. Ouais, c'est ta pièce pour dormir. Exactement. Parce que le cerveau, en fait, pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, ça peut parfois venir de là. Le cerveau fait des associations. Et du coup, en fait, si tu passes, je sais pas, pas mal de temps sur ta journée dans ton lit, ne serait-ce qu'à lire ou du coup, par exemple, à regarder des vidéos sur ton téléphone, eh bien, en fait, ton cerveau associe le lit à du divertissement, par exemple, et plus uniquement la pièce où tu dors. Alors que vraiment, tu vois, moi, mon lit, quand je vais dans mon lit, c'est que, tu vois, 3 minutes après, je dors et il me sert vraiment qu'à dormir. Et ça, c'est vraiment très important. Pour en revenir, du coup, à l'efficacité du sommeil, au cours de ma perte de poids, j'ai gagné 15%. C'est-à-dire que je fais parfois des nuits à 95% de sommeil. Alors, bien sûr, j'ai une routine optimisée, hein. Mais ce qu'il faut Tu bien nous en avais comprendre... parlé de ta petite routine de princesse, là. Exactement, j'avais détaillé ma routine Petite complète. princesse prout-prout. En tout cas, ça me permet de Enfin, bien c'est dormir. Insupportable. Ça me permet de bien dormir. Et le fait d'avoir une très très bonne routine, en fait, tout un environnement autour du sommeil propice, déjà, ça me permet de déjà toucher ce score de 80%, même du coup quand mon poids est haut. Mais en fait, la seule chose qui a varié au cours de cette période, c'est mon poids. C'est-à-dire que ma routine de sommeil est restée identique, juste mon poids a varié. Et c'est ça qui a fait que... Donc, pour toutes les personnes, et ça c'est quelque chose qui se vérifie très bien avec mes suivis, j'ai un suivi Julien, dédicace d'ailleurs si tu écoutes, je sais que tu vas écouter ce podcast, eh bien tu avais quand même pas mal de sommeil, on avait mis en place certaines choses par rapport au repas du soir, etc. Et là on a commencé un cut ensemble et eh bien il m'a fait part tout simplement que son sommeil s'était amélioré. Il s'est amélioré à cause de quoi? À cause eh bien, tout simplement de la baisse de poids. Et il va continuer à s'améliorer avec cette baisse de poids. Donc voilà, c'est quelques indicateurs qui peuvent aussi aider si jamais tu te poses la question est-ce que je dois faire une prise de masse, est-ce que je dois faire un déficit, etc. Tu vois, si potentiellement tu as des marqueurs de santé qui ne sont pas ouf, si potentiellement tu as des problèmes de sommeil, etc. Alors bien sûr, les problèmes de sommeil, je l'ai dit, c'est très simple, hein. Si tu perds du poids mais que tu as une routine de sommeil de merde, tu vas pas le sentir, tu vois, ça va pas s'améliorer. Mais ça peut être des éléments en fait qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre pour prendre ta décision sur ton surplus ou sur ton déficit. Mais ça, c'est très important parce que je reviens juste sur l'effet en fait, quand vous attaquez un surplus calorique, le début, on peut le partager. Alors, c'est pas forcément aussi universel, mais c'est souvent les premières semaines les plus faciles à tenir dans un déficit calorique. Et dans ce déficit calorique, vous allez apprécier les premières semaines parce que vous allez moins manger, vous allez avoir peut-être moins d'inconfort digestif. Justement, votre corps va vous ménager sur cette partie et donc moins vous taxer en énergie. Vous allez peut-être moins avoir ce coup de barre après votre repas quand vous êtes en surplus. Et le déficit calorique, c'est vrai que je l'ai observé, et je l'observe aussi au travers de certains de mes suivis. Les premières semaines, en fait, ça va. En fait, c'est même appréciable de manger moins. Et ça se répercute sur votre sommeil. Vous avez un sommeil de meilleure qualité, même si vous ne changez pas forcément les variables. Je prends mon cas, moi je suis plutôt un petit dormeur. Je me couche assez tard et je me lève assez tôt. En gros, ouais, généralement 23h et je me lève sur les coups des 6h30. Et ça, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais changé, que je sois en surplus ou en déficit calorique. Et quand j'ai basculé sur mon déficit calorique, j'ai justement mieux dormi au niveau de mon score de sommeil. On peut prendre un petit temps aussi juste après pour parler de comment on traque un petit peu ça, mais on a déjà parlé. On a déjà parlé, mais sur les applications suivi de sommeil que j'ai, par exemple, Denis lui a d'autres outils. Mes nuits de sommeil sont identiques en termes de durée. Par contre, en termes de qualité, elles sont différentes. Elles sont meilleures en déficit calorique. Peut-être parce que aussi je mérite mieux mon sommeil, peut-être aussi parce que comme je le dis, on digère plus facilement, on a moins d'inconfort, etc. Et ça vraiment, ça fait du bien quand on
on comprend que le déficit joue directement parfois sur votre sommeil, ben vous allez voir que si vous récupérez mieux, vous serez mieux le lendemain. Et ça, c'est vraiment une data que j'observe de manière assez factuelle. Et Denis aussi a dit quelque chose sur le fait qu'un déficit, plus il était court, plus il était finalement agréable. Bah, c'est un peu vrai aussi. Les premières semaines, je l'ai dit tout à l'heure, sont assez faciles. Le premier mois peut-être peut l'être aussi. Et après, bah, plus on va durer, plus ça va s'éterniser, plus du coup on va avoir une perte de poids plus importante, justement des difficultés peut-être à performer à l'entraînement, des difficultés aussi à gérer la faim, etc., qui vont arriver après. Et ça, vraiment, c'est aussi une autre chose qu'on a observé au travers de nos différents cuts avec Denis, c'est que vraiment, là, actuellement, il y a certaines séances où on rame un petit peu. Donc, c'est vrai que c'est difficile passer un certain cap. Donc là, c'est peut-être le cap des 2 mois et demi peut-être, où on observe, pour notre cas, encore à notre échelle, des difficultés à maintenir certaines performances. Alors, j'ai pas spécialement de difficulté, moi, à maintenir mes performances. À progresser, même, je veux dire. J'arrive encore à progresser. Mais pareil, mais je veux dire, il y a des exercices où c'est peut-être un peu plus difficile, où on sent qu'on a moins de hargne, peut-être que il y a des exercices où pour le c'est plus moment, difficile. en fait, pour le moment, je suis pas suffisamment sec pour que ça me. C'est-à-dire que et j'aimerais d'abord rebondir sur quelque chose que tu as dit parce que je vais oublier après. C'est pas forcément le déficit qui entraîne des meilleurs résultats en termes de sommeil. En fait, c'est la réduction du body fat. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé mon Road to Prime, j'étais beaucoup plus bas en termes de body fat. Et j'étais en surplus calorique. Et les premières semaines, même durant une longue période, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que mes stats, donc mon efficacité du sommeil a diminué. Et du coup, en fait, ma fréquence cardiaque au repos a augmenté au fur et à mesure que mon body fat a augmenté. Ah, ok. Mais ce n'est pas lié au déficit calorique, ce n'est pas lié au surplus calorique. C'est-à-dire que c'est lié à mon body fat. Et c'est ça, en fait, la variable. Aujourd'hui, je suis convaincu que si, par exemple, je descends à 10% de body fat et que je maintiens une range entre, je sais pas, 10 et 12% de body fat, eh bien, je vais garder ces valeurs-là et je vais garder cette efficacité du sommeil-là. Donc, Ah oui, parce qu'il y a un raccourci là qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que vous allez faire un déficit que vous allez mieux dormir. Ça, c'est vraiment peut-être le disclaimer que j'ai peut-être laissé passer dans mon message tout à l'heure, mais c'est vraiment pas le cas. non, en fait, dans ton message et même dans le mien, c'est pour ça que j'apporte une correction, c'est qu'on disait que c'était le déficit calorique, la situation du déficit calorique. Mais non, en fait, c'est la réduction du body fat et en fait le fait d'avoir un body fat plus bas qui va améliorer ces marqueurs-là. Et si par la suite, tu peux très bien en fait avoir un body fat qui soit bas et être en surplus calorique et quand même conserver du coup ces bénéfices que tu auras là. En fait, moi, je pense que c'est... Enfin, je reprends vite mon exemple. Je pense que c'est lié aussi à mes calories. Moi, je pense très sincèrement que le fait d'avoir moins de choses à manger me gêne moins ou demande moins d'énergie à mon corps aussi et qui, du coup, me permet de mieux dormir. alors ça, après, ça va vraiment dépendre de la gestion du volume de l'alimentation, de la digestion, etc. Tu peux très bien, en fait, si tu manges, tu peux très bien avoir... aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut avoir très peu de calories avec un énorme volume alimentaire qui peut même être problématique pour la digestion tellement le volume alimentaire est important. Et à l'inverse, tu peux avoir beaucoup de calories avec un volume alimentaire très faible et une très bonne digestion, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, pour moi, c'est pas dépendant du nombre de calories. Bien sûr, et c'est là où il faut quand même mettre un petit disclaimer, c'est que plus tu auras de calories et plus ça va te demander une gestion du volume et de la digestion qui va demander de l'expérience. Donc, encore une fois, ça peut mettre certaines barrières et tu peux avoir une dégradation à ce moment-là. Mais si tu as suffisamment d'expérience pour gérer ton volume, ta digestion, tes calories et en même temps maintenir un body fat bas, tu es dans le sweet spot parfait d'un point de vue de la récupération, d'un point de vue des calories. Ouais, c'est toujours ce côté un petit peu extrême. Quand on fait un surplus calorique, c'est
le gros surplus calorique qui, même si on manage un petit peu tout correctement, peut quand même causer des difficultés au niveau de la digestion, hein, ça c'est sûr, même si tu as tes fibres, même si tu as tes aliments que tu digères très bien, etc. Ça demande quand même à ton corps un coût supplémentaire parce que tu lui demandes de traiter, d'assimiler beaucoup de calories. Et à l'inverse, quelqu'un qui mange très peu de calories et qui optimise tout au niveau de ses calories peut avoir des difficultés quand même parce qu'il va peut-être être tiraillé parfois par la faim. Enfin, voilà, c'est toujours pareil, c'est là où on se positionne, même si on est hyper précis, qu'on gère au mieux du mieux son volume, sa digestion, ses fibres, bref, tout ce que tu veux, on peut quand même avoir des difficultés Mais en fait, dans la situation. tu auras toujours des imprévus. Mais oui. Tu vois, je prends par exemple la journée d'hier. J'ai tourné un full day of eating. La vidéo, je pense, sera sortie ou va sortir peu de temps après. Mais elle sera pas monétisée. Elle sera pas. Oui, puis. Merde, je remets le couteau dans la plaie. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas c'est pas qu'elle sera pas monétisée, c'est qu'elle sera peut-être pas diffusée à toi parce que du coup, c'est YouTube strike. Donc, si tu l'as pas vue ou si elle est sortie et que tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Et tu verras que par exemple sur ma journée, même si j'ai prévu de faire mes repas de telle ou telle façon, en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je devais faire 4 repas, j'en ai fait 3. Je devais aller faire des courses. J'ai pas eu le temps d'aller faire des courses. Du coup, il y a certains aliments. Tu vois, j'avais plus de fruits, par exemple. Enfin, tu vois, tu auras forcément des trucs qui feront que même si tu essayes au mieux de gérer, tu pourras jamais tout gérer. Et parfois, il faut accepter que potentiellement ta digestion sera un peu moins bonne à cause de facteurs externes, etc. Mais voilà, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des choses contre lesquelles tu peux rien y faire. Tu peux rien faire. Et la seule chose que tu peux faire, en fait, au final, c'est juste l'accepter. Yes. On a beaucoup parlé de l'alimentation. J'aimerais continuer sur... donc ça, c'était l'éclaircissement. Maintenant, tu parlais des performances. Ouais, j'allais y venir. Au niveau des performances, et en fait, ça suit un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, en fait, je ne suis pas encore assez sec pour avoir une baisse des performances. Et j'étais pas non plus trop gras au départ pour avoir un changement, par exemple, dans mon tour de taille qui soit trop important ou un changement au niveau de, je sais pas, de ma composition corporelle qui soit trop important. Par exemple, j'ai perdu du gras au niveau de la cage, au niveau du dos, mais pas suffisamment, par exemple, pour que ça impacte mes mouvements de poussée. C'est sûr que plus tu es gras de base, et plus forcément ton tour de taille va diminuer. Donc sur tous les mouvements, plus tu es un tronc d'arbre, quoi. Voilà, plus sur les mouvements où tu as besoin de gainage, tu vas le sentir au niveau de ton cut, etc. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas été trop affecté. Et même en ce moment, j'ai vraiment une très très bonne progression. Et ça sur l'ensemble de mes mouvements. Mais parce que aussi également je gère vraiment bien mon volume en ce moment malgré tout. C'est ça, c'est qu'on a la chance aussi d'avoir notre gym et donc de aussi manager notre volume, nos exercices, notre intensité, tout ce que tu veux parce que on mise tout, on fait all-in sur notre entraînement parce que quand on fait après les travaux, le Denis parfois, il est pas bien quoi, hein. Des fois il est un peu fatigué. Disons que oui, c'est ça en fait la priorité. Exactement, la plupart des gens pensent que en fait on optimise à fond la diète, l'entraînement, etc. C'est pas moi j'optimise en fait le côté personnel pour que je puisse atteindre mes rêves d'avoir la marque de machine, plusieurs gyms, etc. Enfin continuer à optimiser mes coachings, le prime, etc. Tout ça, voilà, c'est là-dedans où je mets toutes mes pièces et la diète, l'entraînement, je le gère parfaitement, mais c'est pas pour ça que je l'optimise à 100%. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais. Et même comme ça, j'arrive à continuer de progresser. Et là où en fait je veux en venir, c'est que tu perdras rarement en performance dans ton cut, sauf si du coup tu pars de très très gras, ou sauf si tu descends très très bas. Et encore une fois, il me semble qu'on en a parlé dans un podcast, je sais plus lequel pour le coup, mais la plupart des gens ont tendance à surestimer leur... ou sous-estimé. Enfin bref, en gros, les mecs se pensent à 10% de body fat alors qu'ils sont à 20, tu vois. Ouais. C'est toujours le nous même les problème. Nous les premiers. Tu vois, par exemple, quand je partage des photos de mon physique, alors souvent, c'est des photos qui me mettent quand même en avant, mais la plupart des gens ont tendance à me trouver extrêmement sec parce que, par exemple, oui, je vais avoir les grands dorsaux découpés, je vais avoir le sapin de Noël dans le dos, j'ai des veines sur les cuisses, j'ai des veines sur les épaules, j'ai des veines sur les grands dorsaux, j'ai des veines partout sur les pecs. Enfin bref, tu vois, j'ai des stries sur les pecs. Denis, il est même content quand on fait les travaux voilà, et qu'il est en short. Il dit « Oh putain, regarde, il y a une petite veine ici !» Sur ses jambes, sur ses mollets, il est trop content. Ouais, parfois, en fait, tu sais, tu te grattes, puis tu fais « Ah,
Ah ben non, c'est pas un bouton de moustique, c'est oh, c'est une putain de veine, sa race. Waouh. Et après, tu lèves le short et puis tu fais mais il y en a pas qu'une, il y en a deux. Mais vous êtes venu avec vos copines. Ah mais toi aussi. Mais mais il y a une soirée. Qu'est-ce qui Et se donc passe là, Denis, pendant qu'il fait ça, il travaille pas. Vous avez vu un petit peu comment il est malin? Non, ça dure 2 secondes. Non, Et, mais on rigole. Mais ça, par contre, ça, c'est une perception, on l'a déjà dit dans le podcast. En fait, Denis, il se trouve pas suffisamment sec, mais pour d'autres, ils le trouveront suffisamment sec. Et si des personnes se retrouvent Mais- dans ta composition, ils s'arrêteraient là. Tu vois, ils diraient, mais surtout c'est que, parfait. en fait, les gens qui, par exemple, vont juger aussi ma composition corporelle, c'est qu'ils vont pas, en fait, estimer l'ensemble de la composition corporelle. Par exemple, ils vont voir que ouais, j'ai les stries sur les pecs, sur les épaules, sur les machins. Et oui, sur ces zones-là, peut-être que je suis plus sec que ailleurs, tu vois. Ah bah, c'est mais- la répartition. C'est ça, tout le monde n'a pas la même répartition. Sur les abdos, même si j'ai des veines, etc., par exemple, je suis plus gras que sur les pecs. Et en fait, c'est souvent ça. La plupart des gens, quand ils estiment leur body fat, ils vont se baser que sur... tu sais, on connaît tous le mec qui est là, en fait, il adore s'entraîner en débardeur dans la salle, mais en fait, il le pose jamais. Parce qu'en fait, il est sec, vraiment épaule-pec, tu vois. Ça rend turbo bien, il est volumineux et tout. Par contre, tu sais qu'il va pas le poser parce que le bide, il va être turbo gras. Et en fait, pour estimer son body fat, il va se dire, bah, tiens, mais putain, je commence à un peu avoir les pecs qui sortent bien, machin et tout. Non, mec, t'es à 25% de body fat et tu vas me dire, bah, je suis suffisamment sec, là, je dois être à 12%, je peux faire un surplus. Et après, tu te retrouves à 40% à faire des prises de masse à 6000 calories. Pas le tringue. Soit pour de vrai, la personne est entièrement satisfaite de son physique, et ça peut carrément le faire. Soit la personne se ment à elle-même et juge qu'elle est suffisamment sèche et qu'elle peut augmenter les calories. C'est vrai. Mais en fait, le plus gros problème, de toute façon, moi, je le vois bien avec... en fait, ça se vérifie à chaque fois maintenant que soit il y a une nouvelle personne dans l'accompagnement Prime, soit un nouveau suivi, soit même par rapport aux questions qu'on me pose sur Insta, enfin, partout. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'il fallait traquer les données. Donc, les gens ont des données, mais en fait, là où ça bloque, c'est dans l'interprétation. Toujours. Tu vois, c'est dans l'interprétation. C'est ça le rôle Et- du coach. hein, Et vraiment. c'est exactement ça avec le problème du body fat, c'est que le mec, il se regarde dans la glace, tu vois, il a toutes les informations qui sont devant lui, tu vois. C'est-à-dire que il peut tout checker, il peut prendre des photos s'il voit pas son dos, enfin, il peut tout checker, mais en fait, il va avoir une mauvaise interprétation des données qu'il a en face de lui, tu vois. Et pourtant, il peut en avoir autant qu'il veut, mais non, il les interprète mal. Et c'est là où, du coup, il se dit, bah, je suis à 10% de body fat, alors qu'en fait, il est à 50, tu vois. Hmm. Et ça, c'est vraiment tout. C'est vraiment quelque chose que je constate fréquemment. Et tu sais, la dernière fois, j'en parlais avec une nouvelle personne qui est rentrée avec moi pour un suivi. Et en fait, je disais, le rôle que j'ai, en réalité, c'est un peu comme si je connaissais les numéros du loto à l'avance, tu vois. Je connais le numéro du loto à l'avance, il va y avoir le 12, le 14, le 28, le machin. Et en fait, moi, je vais te donner ces numéros du loto. Et je vais te dire, bah voilà, le tirage, par contre, il n'est pas demain, il est dans 1 an. Et en fait, le seul truc que tu as à faire, c'est que chaque jour, tu te souviennes de ces putains de numéros du loto pour que le jour du tirage, Tu puisses les redonner. tu puisses les redonner. Et en fait, c'est exactement ça. C'est genre, chaque jour, il va se dire, OK, le 14, c'est quoi ? Bah, le 14, c'est de m'entraîner avec suffisamment d'intensité, une bonne exécution dans mes mouvements, etc. Le 12, c'est quoi ? Bah, c'est respecter mes calories, etc. Tu vois ? Et tout ça, bah, si tu retiens tous ces putains de numéros, le jour où tu arrives au tirage, bah, voilà, c'est bon. T'as le jackpot, t'as atteint ton objectif. Et aujourd'hui, moi, c'est ça mon rôle. C'est genre, je te donne les numéros et je m'assure que ton 12, ça ne devienne pas un 13, tu vois. Parce que ça peut très, très vite aussi faire ça. Et je te donne en fait toutes les cartes. Et mec, tu as juste en fait à appliquer et attendre la date du tirage, tu vois. Ça, aujourd'hui, c'est mon rôle. Très bon rôle, Denis. Très, très bon rôle. T'as d'autres choses à dire sur le Ouais, cut bah, sur la partie entraînement, c'est ça. On a la chance, hein, je le dis toujours, mais on a un contexte hyper favorable pour continuer de maintenir nos performances, enfin continuer même de progresser. Maintenir, c'est pas forcément en plus d'actualité, on progresse toujours. Et à côté, on est toujours autant efficace dans notre travail à côté, dans nos projets, comme on l'a dit, et surtout dans les travaux du gym qui sont, on va dire, physiques. Quand on travaille sur nos ordinateurs, pour le lab, pour nos suivis, pour bref, tout ce que vous voulez, on
on a une fatigue plutôt mentale que physique. Là, on cumule et entraînement intensité, à forte intensité, à haute intensité, et des travaux. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a quand même des choses lourdes à déplacer, il y a des choses à soulever, à maintenir, il y a des choses où on est dans des positions un peu précaires, notamment sur une échelle où on peut se péter la gueule. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui usent finalement l'organisme, les muscles. Je vois bien tout à l'heure, la semaine dernière, quand on a changé une porte, on devait la tenir pour visser. Juste le fait de tendre les bras au-dessus, putain, les épaules, tu voyais bien qu'elles étaient fatiguées. Et le lendemain, tu avais des courbatures. Alors que je suis sûr que si tu avais été dans un autre cas de figure, où tu n'étais pas forcément en déficit, tu aurais pu encaisser ça plus facilement. Donc, on observe des limites, voilà, sur certains points dans notre quotidien. Bien sûr, je le dis aussi, on dirait qu'on est dans le bureau des pleurs, là, tiroir à excuses. Alors, ouais, excuse, hop, le déficit se passe mal parce que, hop, on a changé le rail de la porte. Bon, non, on dit juste aujourd'hui un petit update à 2 mois, 3 mois de nos débuts de cut, et on partage un petit peu avec vous ce qui peut se passer si vous entamez à votre tour un cut. Ouais, c'est assez intéressant, les travaux. J'ai eu un début de tendinite, moi, à l'épaule. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Encore une fois, si tu l'as pas vue, j'ai expliqué un peu ça, comment j'ai adapté mon entraînement, comment j'ai fait pour au final la soigner. Elle a duré, voilà, j'ai senti la douleur, c'était 5 jours. Et après c'est parti, parce que j'ai mis en place des choses, tout est expliqué dans la vidéo. Mais effectivement, sans le déficit, sans les travaux, Bon, j'explique un peu toutes les raisons, mais les travaux en font partie. Mais un déficit, ça reste, je le dis encore, hein, mais un déficit, c'est une période où votre corps est en carence de calories. Donc, forcément, qu'il fonctionne à sous-régime. Toujours, ça sera dépendant de l'agressivité de votre cut. Mais dans tous les cas, si vous êtes en déficit, c'est que vous lui donnez moins que ce qu'il a besoin pour maintenir. Tu parlais de ta tendinite. Moi, je parle à nouveau de mes petits genoux fragiles. J'ai pas pu faire tous les entraînements cuisses que je voulais, même si, comme je dis, il y a eu une période où ça allait un peu mieux avant de me péter la gueule. Là, du coup, j'ai pas pu faire mes entraînements jambes de début de semaine. Je vois bien qu'il me manque quelque chose. Je vois bien que mes cuisses, du coup, elles sèchent, mais pas comme elles devraient sécher. Tu vois, je sens bien qu'elles manquent d'une stimulation musculaire, mais en même temps, je pouvais pas faire autrement. Il y a eu ma période aussi où je suis parti 3 jours en séjour. Ça, c'est important peut-être qu'on revienne dessus. Pour toutes celles et ceux qui partent en vacances actuellement, ne pensez pas tout perdre en 3, 4, 5, une semaine, 2 semaines de vacances. Au contraire, ça peut juste vous faire du bien, et relativisez toujours dans ces périodes-là. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour marcher, faites au mieux au niveau de la diète. Mais s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'entraînement. Au contraire, vous reviendrez bien plus fort, bien plus hargneux, je ne sais pas si c'est aussi hargneux, sur vos sets d'entraînement. Donc voilà, prenez ces périodes-là comme une bonne chose. Et n'oubliez pas que si c'est une semaine, 2 semaines, qu'est-ce que c'est sur votre année de musculation? C'est une goutte d'eau finalement. Donc relativisez toujours. Dites-vous que c'est pas 4 mois où vous ne vous entraînez pas. C'est 1, 2 semaines, quelques jours, etc. Donc foncez si vous prenez les jours. Je me bats avec certains suivis physiquement. Je me fous sur la gueule avec certains suivis, non je déconne. Où je leur dis, mais vraiment, mais putain, mais c'est pas grave si pendant 3-4 jours tu me fais un off-track au niveau de tes calories, c'est pas grave si sur une semaine t'as pas d'entraînement, c'est pas grave si tu es pas, on va dire, dans l'optimisation parfaite. C'est la vie. Profite de tes vacances, au contraire, tu vas te remplir de toute autre chose, de changer même aussi d'environnement pendant un temps, ça fait du bien. On n'est pas des putains de robots, au contraire. Sortons des fois de la rigidité, soyons plus flexibles. On le dit souvent, il faut apporter de la flexibilité dans vos routines. Sinon, en fait, à partir du moment où vous changez quelque chose dans votre entraînement, vous n'êtes pas prêt. Et alors là, si vous avez des vacances, sautez dessus, quoi. Profitez-en pour faire autre chose. Je pense que ça conclut très bien cette première partie qui aura duré très longtemps. Trop longtemps, c'est ça? Un peu, ouais, je vois là, on a une trentaine de minutes. C'est pas très grave. Dites-nous si c'est trop long. Référencement. Il y a un autre sujet très important, Rémi. Dis-moi. Donc j'aimerais parler, j'ai cherché ça tout à l'heure parce que quand parfois j'ai des idées comme ça, je les envoie à Rémi et après il faut que je les trouve dans la foule de messages qu'on s'envoie. Ouais. Donc c'était assez compliqué, mais là je l'ai trouvé. En fait, on n'a pas de notes quand on fait des trucs avec Denis. Si, on a le tableau blanc derrière, mais sinon on s'envoie des messages. Je pense que vous êtes beaucoup à le faire. Mais avec Denis, on s'envoie des messages. Des fois, ça veut absolument rien dire. C'est juste pour dire
Ça, faut que je le ressorte. Il faut que j'y pense. C'est le bordel. Tu vois. Par exemple, là, le message, c'est podcast, scoop de whey. Ah ouais, d'accord. Le message suivant, c'est Jean-Yves be back. Voilà. Voilà un peu les messages. Bref, Bon, on va expliquer. on explique juste Jean-Yves. Jean-Yves qui est le livreur de nos machines. Voilà, comme ça au moins, Jean-Yves est de retour. Sinon, du coup, par rapport au podcast, moi, je voulais parler des scoops de whey. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme le dit le proverbe, il faut jamais se fier à sa scoop de whey. Qu'est-ce qu'il me raconte ? En fait, c'est que c'est arrivé à plusieurs personnes, dont du coup un de mes suivis récemment. Et en fait, tu sais, ils vont te dire sur tes pots de whey, ils vont te dire, bah voilà, ta scoop, elle fait genre 30 grammes, 50 Ah grammes. ça, non, machin. oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ne faites jamais confiance à vos scoops. Parce que, en fait, les scoops de base, souvent, hein, c'est la base, un peu quand tu commences à créer des produits, c'est que tu cherches en fait à faire le plus de produits qui vont être identiques. Tu vois, par exemple, avec Rémi, on construit des machines, on se rend bien compte que, par exemple, s'il y a certains, on va dire, certaines pièces qui sont communes à toutes nos machines, d'un point de vue des coûts de fabrication, Ça reviendra moins cher. ça revient moins cher. Et du coup, c'est pareil avec les marques. Souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des scoops. Et par exemple, ta scoop que tu vas retrouver dans le pot de whey, ça va être la même que tu vas retrouver dans le pot d'avoine. Ça va être la même que tu vas retrouver. Enfin bref. Et en fait, ces scoops, de base, elles vont être faites pour mesurer un volume, tu vois, un certain volume. Sauf que un volume d'avoine, donc une scoop d'avoine ou une scoop de whey, en fait, ça n'aura pas le même volume. Ce qui fait que tu n'auras pas le même poids avec. Et, enfin, ça aura le même volume, pardon, mais tu n'auras pas le même poids avec. Et par exemple, tu peux te retrouver très bien avec 50 grammes d'avoine et, je sais pas, 40 grammes de whey, tu vois. Alors que pourtant, c'est le même volume. Et donc, en gros, quand ça te dit prendre 3 scoops ou une scoop, ou tu vois, une scoop égale à je sais pas tant, en fait, tu sais pas comment ils la font, ta scoop. Est-ce qu'ils la font jusqu'au petit trait ? Est-ce qu'ils la font jusqu'en haut ? Et en fait, le conseil que je veux vous donner, c'est peser toujours votre whey. Parce que votre scoop de whey, en fait, c'est ce qui est arrivé avec un de mes suivis. C'est que du coup, je lui avais dit, sur ce repas-là, je sais plus combien il avait 35 grammes de whey, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il prenait une scoop. Sauf que sa scoop, elle faisait genre 12 grammes, tu vois. Ah, d'accord. Et, et en fait, il prenait 3 fois moins que ce qu'il aurait dit. Alors, il a tout de suite paniqué. Il s'est dit, oh mon Dieu, putain, catabolise. Ah, il s'est dit, j'ai pas pris de muscle à cause de ça, machin. Non. Ça dépend pas que de ça, heureusement. Voilà, ça dépend pas que de ça. Maintenant, c'est corrigé. Mais en fait, juste faites attention. Parce que si tu traques tes calories, fais attention à les traquer correctement. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant du côté de la littérature scientifique. Souvent, en fait, ce qu'on nous montre dans les échecs d'atteinte d'objectifs, par exemple de déficit calorique, c'est pas qu'il n'y a pas de tracking, c'est que le tracking est mauvais. Donc, par exemple, le cas de la scoop de whey, donc par exemple, tu vas te dire, parce que ça peut être trop ou pas assez aussi, hein, en fonction de la scoop. Hein, parce que On la connaît, la scoop, en gros, qui fait une double scoop. Ouais, où c'est ça. Elle est bien bombée et tu te dis, je sais pas, ça fera plus de muscles. Ah, bah non, ça fait plus d'argent dépensé et tu sors complètement de la quantité que tu devais te mettre à la base. Mais il me semble qu'on avait déjà en plus parlé avec Rémi, parce que moi j'avais même fait une étude lors de mes études de diète sur justement la consommation de tout ce qui était protéines, etc. Et il y a dans certains pots de protéines, c'est pas des scoops, c'est des pelles. Et donc en fait, tu te retrouves très très vite, tu vois, tu veux 30 grammes de whey, mais en fait tu te retrouves avec 50. Minimum. Ça, en fait, je me rappelle très bien. Là, on C'était s'en pour servait, les- nous, pour verser, tu sais, quand on divisait les 25 kilos de whey, Ouais. parce que la pelle était énorme. C'est ça. Et en fait, ça, c'était, je crois, dans un pot de gainer. Pourquoi ? Parce que les gainers, c'est les trucs que tu peux tartiner et tout. Et on l'a dit, c'est aussi avant tout un atout marketing. Parce que plus tu vas vider ton sac, plus tu vas en racheter. Donc, ils ont tout intérêt à, pour certains vendeurs, mettre des scoops très grosses, à avoir du coup quelque chose de surquantifié, quoi.
Et donc, si 10 scoop, tu te mets 50 grammes, mais ça fait 50 Mais en grammes fait, de calories. Quoi. tu dis que c'était dans le gainer, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la scoop du gainer, c'est la même que la scoop de la whey, que la scoop de tout ce que tu veux. Oui, c'est pour les coûts de production. les coûts Ouais, de pour production. réduire les coûts de production. Et du coup, c'est ça. Donc, tu peux très très vite avoir soit pas assez de protéines et de calories, comme par exemple mon suivi, ou en avoir trop. Et justement, la littérature scientifique, c'était sur ça que j'étais parti. En fait, bien souvent, c'est pas un problème de ne pas traquer, c'est un problème de mal traquer, tu vois. Et encore une fois, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est pas de récolter des données, c'est de mal les interpréter, tu vois. Et ben là, c'est pareil avec le tracking. Le problème, c'est pas de ne pas traquer, c'est de mal traquer. Et très souvent, en fait, les gens, voilà, il y a ça, les erreurs, par exemple, par rapport au scoop, au poids, etc. Il y a les trucs, par exemple, je sais pas, ton collègue, il vient, il t'offre un bonbon, tu le comptes pas. T'oublies de compter l'huile de cuisson, le petit morceau de pain, tu vois, qui est... Ou alors, tu es en train de cuisiner, hop, tu fais tu lâches la spatule. Tu vois, en vrai, c'est des trucs qui peuvent paraître tout cons, mais... Mis bout à bout, ça voilà. peut vite fausser la chose. Après, partez du principe aussi que je prends des exemples qui sont énormes, où tout le monde va se dire, mais personne fait ça. Alors que dans la réalité, vous inquiétez pas, j'ai déjà vu plein de monde faire ça. Mais voilà, ça peut paraître évident, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus subtiles et qu'on se rend pas compte. C'est pour ça, moi, je pense aux compléments alimentaires. Tu parlais tout à l'heure de la whey. La créatine, quand je dis, je te recommande de consommer 5 grammes de créatine, admettons, la personne va me dire, ça représente 5 petites portions. Je dis non, c'est 5 grammes de créatine, c'est pas 5 portions, parce que ta portion, ça peut vite être une portion de 2 grammes, et donc si tu fais 5 portions, ça fait 10 grammes, tu as doublé la dose de créatine. Donc voilà, il y a quand même une dose à quantifier et à visualiser, et c'est là aussi où je pense que c'est bien, parce que je peux très bien comprendre des personnes qui sont un petit peu dans la rapidité, qui n'ont pas forcément leur balance de cuisine ou qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour bien peser. Ayez déjà le visuel sur ce que vous devez consommer. On parle des compléments alimentaires, les 5 grammes de créatine. Observez ce que ça fait 5 grammes dans une coupelle ou dans une cuillère à soupe, cuillère à soupe ou dans une cuillère à café, ou même dans votre microscope qui est vendu dans le pot. Voilà, observez, visualisez, même si on sait qu'il y a un peu d'imprécision, mais basez-vous sur quelque chose quand même que vous avez déjà imprégné. On reprend aussi certains féculents. Certaines personnes disent je prends à peu près un verre. Ouais, mais un verre, d'accord, t'as mis ton riz cru, d'accord, mais est-ce que tu sais à combien ça correspond? Oh, ça doit faire 100 grammes. Bah non. Ouais, puis tu changes de marque, tu changes de variété, tu passes d'un riz taille ou à un riz complet, par exemple. Un riz basmati, tout ce que tu veux. Mais t'as tout à fait raison de détacher parfois de la balance, parce que trop de tracking parfois peut tuer le tracking, je le dis. Mais par contre, ayez une base sur l'aliment que vous allez consommer régulièrement. Dès que vous le changez, hop, vous reprenez une mesure, vous faites un visuel. Je sais que j'avais donné cette astuce-là, mais il y a un petit moment à un de mes suivis qui me disait, des fois ma balance de cuisine, elle lâche. Et puis, flemme d'acheter les petites piles qui coûtent une blinde. C'est vrai, ça peut coûter cher. C'est vrai tu les voles. non, on vole pas. Attention, je vous regarde. Et prends un verre mesureur. Voilà, un verre mesureur, tu sais que c'est sans doute la deuxième partie la plus fiable après votre balance de cuisine. Ouais, il y a... En vrai, ça dépend toujours du cas par cas. Et encore une fois, plus tu seras précis dans ton tracking, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, bien sûr. Mais tu peux pas prendre l'exemple de 2 ou 3 suivis alors que la plupart vont être sur du tracking au millimètre. Mais on recommande, on recommande le tracking sur tous ces angles. C'est bien de parler des exceptions, mais encore une fois, si tu veux maximiser tes résultats, tu seras précis dans ton tracking et mieux ce sera. Tout à fait. Autre sujet que j'ai envoyé à Rémi. Qu'est-ce que je me rappelle même plus, il m'envoie tellement de conneries. Je l'ai envoyé tout à l'heure, ça m'est venu tout à l'heure. Je l'ai même pas lu. C'est les muscles de cœur. Les muscles de cœur. Lu à 15h07. T'as pas d'excuses. J'ai dû le regarder, mais j'ai même pas dû faire gaffe. Ça, c'est une micro-erreur. C'est une micro-erreur. On en a déjà un peu parlé. Les muscles du cœur, enfin les muscles de cœur, qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est une nouvelle théorie. Les muscles de cœur. Quand on est amoureux? Non. La théorie des muscles de cœur en musculation, c'est tout simplement le fait... C'est pour encaisser l'échec émotionnel? Non. Genre, un gros cœur, tu sais que tu vas pouvoir... Mais putain, mec, tu fais zéro effort. On en a déjà parlé plein de fois dans ce podcast, mais toi, t'es vraiment... Mais non, mais je blague.
Je blague parce que Vas-y. je vois bien Denis, en fait, il est livide devant moi. Il est fatigué. Et non, mais frère, Vas-y, avance. donc la théorie des muscles de cœur en musculation, c'est tout simplement le fait de privilégier certains muscles par rapport à d'autres. Exemple, les pectoraux. Les pectoraux, c'est toujours le muscle de cœur en général chez les mecs. Ah, on parle pas du myocarde alors. Il est insupportable. Ouais, j'ai un peu la connerie après moi là, j'avoue. Et surtout quand il sent que je suis fatigué, il adore. J'adore. Il adore. C'est vraiment un enfoiré pour ça. Et je fais pareil quand c'est l'inverse. Donc il me le rend bien. Mais du coup, en fait, c'est voilà, les pectoraux, par exemple, tu accorderas toujours plus d'importance à tes pectoraux que, par exemple, à tes mollets. Genre, par exemple, tu rates ta série de développé couché, t'es au fond du trou, mec, t'as envie de chialer. Limite, t'aurais préféré que ta meuf, elle te quitte et que t'es trompé, tu vois. Et tu rates ta série de mollets. Mec, t'en as turbo rien à foutre. Et en fait, ça, donc bien sûr, ça va vraiment jouer dans ton application. Et en fait, d'où ça m'est venu, en fait, le fait de parler des muscles de cœur, c'est parce que tout à l'heure, j'ai un de mes suivis qui du coup vient de commencer un suivi avec moi. Et du coup, donc il a fait, en fait, il m'a envoyé 2 jours de vidéo. Et donc il y avait une séance de dos et une séance de pec. Alors, enfin, c'était pas exactement les séances là, mais bref, il m'a envoyé un mouvement de pec et un mouvement de dos. Et donc, sur le mouvement de pec, tu le vois, il est là. À chaque rep, il gueule. Mais c'est les pecs. Il va vraiment au bout, zéro RIR, mec. Voilà, à fond. Et donc, c'était certaines des premières vidéos du suivi. Donc, je me dis, putain, waouh, bonne intensité, tu vois. Parce qu'on connaît toujours hein, les mecs, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu t'entraînes dur, est-ce que tu mets de l'intensité dans tes séances, tu sais, c'est un peu comme la taille de la bite. Hein. Tu demandes ça à un mec, ta bite, elle fait combien 40 cm, 50 cm. Il n'y a aucun mec qui va te dire non, elle fait 3 cm. Tu vois. Pour l'intensité, c'est exactement la même chose. Le gars, tu lui dis, est-ce que tu t'entraînes dur ? Il va dire, oh ouais, moi à fond, t'inquiète pas. T'as juste à regarder les commentaires sous mes publications Instagram, etc. Quand je parle de l'intensité de l'entraînement, tous les mecs, hein, ils se sentent tout de suite touchés dans leur ego. Ouais, moi je m'entraîne dur et pourtant en unilatéral, j'arrive à enchaîner 2 côtés. Ouais, moi je m'entraîne dur, mais j'arrive à prendre 30 secondes de repos, tu vois. Genre, justement, plein de signes que non, tu t'entraînes pas dur, tu vois. Enfin bref. Voilà, l'intensité, c'est un peu comme la mesure de la bite. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, tu vois, donc je me dis, putain, donc en fait, pour revenir sur mes suivis, je me base sur les vidéos qu'ils m'envoient et pas sur ce qu'ils me disent. Et donc, c'est pour ça que les premières vidéos sont importantes. Je me dis, putain, c'est quelqu'un qui est capable de fournir de l'intensité. Et du coup, pour les personnes qui sont capables de fournir de l'intensité, après, je suis obligé de fournir des fourchettes de RIR pour qu'ils les respectent, pour justement juger, équilibrer le volume et l'intensité. Mhm. Et donc, je vois la vidéo des pecs. Et du coup, juste après, je vois la vidéo du dos. Et là, la vidéo du dos, tu sais, en plus, c'était un mouvement de tirage horizontal. Tu vois, genre, c'est le mouvement où justement, tu peux grinder, tu peux vraiment... t'es bien, tu tires. Et là, c'était vraiment la balade, quoi. C'était la 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 la. Gérard Lenormand, quoi. La 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 la. Tu vois, il l'a posé en douceur. La 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 la. Il aurait pu en faire 10 de plus. Mais vraiment, quand je dis 10 de plus, c'est 10 de plus. Et en fait, tu vois, je me suis dit, putain, il y a une telle différence entre les pecs et le dos. Et justement, on en avait parlé, tu vois, au tout début, donc quand on avait fait un entretien. Il disait que justement, pour lui, il avait toujours aimé les physiques avec des gros pecs, ce qu'il voulait c'était des gros pecs et tout, machin. Et justement, qu'il avait négligé certains groupes musculaires, comme par exemple le dos. Et du coup, je lui avais dit, c'est vrai que t'as des très bons pecs, mon gars. T'as vraiment des très bons pecs, mais le dos, il est un peu en retard. Donc, on s'est mis d'accord pour rééquilibrer les choses, parce que c'est aussi pour ça qu'il était venu me voir. Et du coup, c'était assez drôle, parce que vraiment, son muscle de cœur, les pectoraux, c'était ça. Et le dos. Et en fait, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que en fait, tous les mouvements de poussée, alors les mouvements d'épaule aussi, souvent, ils sont 0 RIR, etc. Mais par contre, tous les autres mouvements, c'est
Tu mets tu sais, la musique Winnie l'ourson en derrière, c'est exactement ça. Et quand il fait un mouvement de pec, tu mets du hard metal et c'est exactement ça, tu vois. C'est vraiment pour que tu puisses juger l'ambiance. Ouais. Et donc forcément, il va falloir qu'on travaille là-dessus, etc. Pourquoi pas qu'on mette des fourchettes de RIR sur les pecs. Enfin, bref, après, c'est de l'adaptation par rapport au coaching. Mais du coup, voilà, c'est les muscles de cœur. Fais attention parce que parfois, tu te dis putain, mais je progresse pas sur ce groupe musculaire-là. Fais chier, tu vois. Moi, je veux du dos, mais ça, je comprends pas. Et puis après, tu vas commencer à dire ouais, mais c'est parce que j'ai pas la génétique. Ouais, mais c'est parce que moi, je me dope pas. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai du matériel de merde. Ouais, non, mec, c'est juste parce que tu pourrais faire 10 reps de plus à la fin de chacune de tes séries, tu vois. Et que du coup, tu n'as pas un stimulus qui est suffisant pour pouvoir eh bien, engendrer une croissance musculaire. Et donc, c'est ça, fais attention aux muscles de cœur, fais attention aux groupes musculaires auxquels tu apportes plus d'importance que d'autres, parce que tu peux créer bien souvent des déséquilibres à cause de ça. Tu peux en fait très très vite te dire pourquoi je progresse pas ici, alors qu'en fait, encore une fois, le seul limitant à ta progression, c'est toi-même. Donc, fais attention à ça. Mais ça, on l'observe souvent, hein, des personnes qui n'apprécient pas travailler les cuisses et par contre, pour le haut du corps, ils se la mettent. Mais si justement vous mettiez la même intensité, parce que souvent ces personnes-là qui ont très peu d'intensité sur le bas du corps et qui n'aiment pas ça, elles ont aussi le physique des cuisses qui va avec, c'est-à-dire pas forcément de grosses cuisses. Mais si tu mets la même intensité, la même volonté que dans tes entraînements pec pour le bas du corps, c'est sûr que ça va bouger. Donc voilà, si tu veux avoir des gros quadriceps de pistard, là, de cycliste, il faut y aller, quoi. Il faut charbonner fort. Ça me fait rire parce que dans le groupe de l'accompagnement Prime, là, dans le groupe privé, donc les membres postent leurs vidéos pour avoir des corrections, etc. Et la dernière fois, il y en a un qui poste son mouvement et qui demande du coup une estimation de ses RIR. Et du coup, il y a plusieurs membres du groupe qui se sont dit Denis va te dire que tu en avais 10 encore. Après, c'est aussi un running gag. Après, forcément que on le dit, on le répète, et ça, c'est vrai que c'est récurrent avec les suivis qu'on a chacun de notre côté avec Denis. La proximité à l'échec, elle va dépendre bien sûr de la perception de chacun et surtout ce fameux 0 RIR, cette intensité maximale, ça s'apprend. Ne pensez pas que votre 0 RIR du jour sera le 0 RIR que vous verrez dans 3-4 mois, même je dirais un mois, si vous vous entraînez toujours de cette façon-là. Il faut bien vous dire que l'intensité va faire que croître. Et nous, avec Denis, quand on se met des gros 0 RIR sur notre hack, on sait que le 0 RIR du hack du jour, ça ne sera pas du tout le 0 RIR qu'on aura dans 4-5 semaines parce qu'on ira chercher encore plus. Surtout, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais apporter une nuance. C'est que, certes, c'est important de savoir de s'entraîner avec de l'intensité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut... en fait, l'intensité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'entraîner trop loin de l'échec, c'est pas une bonne chose, mais s'entraîner toujours que à l'échec, c'est pas forcément non plus la meilleure des choses à faire. Tu as parlé du management au niveau des RIR, c'est exactement... Exactement. Et donc, en fait, ne voyez pas, si par exemple tu gardes une ou deux RIR, ne vois pas ça comme la fin du monde ou quelque chose de mal, etc. Moi-même, si tu regardes mes vidéos YouTube, tu sais que quand je m'entraîne, si tu regardes, j'ai des séries avec 0 RIR, j'ai des séries avec plusieurs RIR. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées plusieurs fois. Mais effectivement, c'est sûr que si tu regardes sur, par exemple, mes réseaux Insta, etc., quand je publie quelque chose, souvent, je publie les séries où je suis le plus proche de l'échec parce que c'est celles qui sont le plus Instagrammables, etc. Puis c'est celles aussi auxquelles on est le plus content. C'est celle sur lesquelles on est le plus content. Pas forcément, tu vois. Genre, si je fais mieux que la semaine dernière avec, tu vois, si j'augmente mes reps, mon poids et que j'ai 2 RIR, mais je serais plus content. Ouais, mais ça, les gens qui regardent ta vidéo, ils sont pas censés le savoir. Ce qu'ils vont observer, et même là où je pense qu'on peut avoir une certaine satisfaction, c'est quand on passe cette dernière répétition, quand on a ce green, quand on a une belle standardisation. Enfin, c'est toutes ces choses-là, quoi. Ouais. En fait, quand tu partages une vidéo sur les réseaux, c'est en gros une vidéo, mais qui est complètement décousue de toi, de ton mode de vie, si tu veux. Donc c'est vrai que quand
Ça dépend, tu vois. Il y a d'autres facteurs que la proximité de l'échec. Il va y Oui. avoir l'amplitude, Mais moi, je le te parle contrôle. je te parle de quand tu partages sur les réseaux. Toi, tu es content parce que c'est une perf qui est meilleure que celle de la semaine dernière, de la semaine d'avant, etc., etc. Mais le gars qui regarde, ou la personne qui regarde sur Insta, elle s'en fout un petit peu de comment tu es sur ta programmation. Elle va juste regarder la charge que tu mets, l'intensité que tu mets, donc en gros, cette fameuse proximité, et en gros, la qualité de ton mouvement technique. Surtout avec le recul et les stats que j'ai sur Insta, il y a très peu de gens qui vont au bout des vidéos, tu sais. Ah, alors c'est les meilleurs, quoi. Faut rester jusqu'au bout. Ouais. Watch time. Il y en a qui le font, mais très peu. Donc au final, tu vois, tu peux balancer. C'est pour ça que j'ai balancé plus de séries avec des RIR sur mon Insta. Et que j'ai dit que je montrerai un peu. Parce qu'en fait, quand tu C'est la regardes les réalité stats, du terrain. c'est la réalité. Et surtout, en fait, les gens, il y a très peu qui ont de la patience. Quand tu as une publication avec 8 vidéos et que tu sais que bah, du coup, la dernière rep va arriver au bout de 50 secondes, c'est-à-dire que si tu veux tout regarder, il te faut au moins 7 minutes, tu vois. C'est long. Hein. C'est très long. C'est très long. Donc, il y a très peu de gens qui font ça dans la réalité. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour les muscles de cœur. Mon frère, tu as d'autres choses à ajouter ou pas? Non, pas spécialement, parce que ça, c'est vrai que c'est, je pense, pour les auditeurs du podcast, quelque chose que soit ils font, soit ils ont fait, ou soit ils se reconnaîtront dans ce discours du coup de cœur. Non, t'as dit quoi? Du muscle cœur? C'est ça? Les muscles cœur? Les muscles du cœur. On parle du myocarde? Il m'a fait un miroir là. C'est le reverse. Les rivières, c'est boomerang. Rémi, j'ai une question pour toi. Allez. Est-ce que tu t'entraînes dur? Bien sûr que je m'entraîne dur, pourquoi? Quelle est la taille de ton pénis? Il est tout petit. On peut le croire. Aïe aïe aïe. Alors, et j'ai noté un dernier truc. Ah oui, Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, il a tapé du poing. c'est la dernière erreur. La dernière micro-erreur, mais qui a énormément quand même d'importance. C'est les réglages. Putain, les gars, faites attention à vos réglages sur les machines. Ouais, ça c'est important. Je vois bien moi sur les logs. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, donc on retrouve les exercices, les séries de travail, les RIR, les répétitions, etc. Et il y a une colonne retour où du coup la personne fait part de ses retours. Et dans ces retours-là, moi j'indique à chaque fois, je dis mais mettez vos réglages, mettez vos réglages, c'est-à-dire trouvez-vous un petit code, H pour hauteur de votre siège, I pour inclinaison, enfin bref, mettez vos réglages. Et ça vraiment, je suis à chaque fois obligé de faire la police du réglage parce que vraiment, pour moi, c'est le plus important. Si vous standardisez vos setups, vous standardisez votre progression. Moi, c'est vrai que je fonctionne de la même façon que toi. J'ai une colonne qui s'appelle réglage machine, etc. En fait, je découpe à chaque fois le coaching donc en cycles. Et dans ces cycles, il y a plusieurs phases. Ça, j'ai toujours dit que je faisais comme ça. Et donc, il y a notamment ce que j'appelle la phase de standardisation au début. Si tu écoutes le podcast, c'est pas la première fois que tu l'entends. Et cette phase sert justement à trouver tes réglages. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a certaines personnes qui sautent cette étape. Et donc, je les harcèle, tu vois. Je leur dis, les gars, notez. Et je finis par avoir gain de cause, tu vois. Et c'est souvent comme ça aussi quand je reçois par exemple des mecs qui m'envoient leurs vidéos sur Insta. Ça, c'est typique. C'est de là que ça m'est venu. Tu vois. Il y a un mec qui m'envoie une vidéo. Il me dit, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de mon curl biceps? C'est curl pupitre. Donc déjà, le mec m'envoie la vidéo, elle n'est pas cut. Tu sais, c'est-à-dire qu'il pose son téléphone, je le vois marcher jusqu'à la machine. Oui, bon. Donc déjà, non mais, c'est-à-dire qu'il me demande un retour, mais il y a déjà 20 secondes de vidéo qui servent à rien. Tu vois, heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça. Mais si un jour tu veux que je te fasse un retour ou si tu veux un truc, s'il te plaît, cut la vidéo. Et pourquoi il faut cutter la vidéo? Parce que je peux voir des trucs, c'est-à-dire que moi, quand je regarde la vidéo, tu vois. Ouais, donc tu vois quand même comment il s'installe. Exactement. Et je vois le mec, il prend le siège, il le monte. Les couilles, tu vois. Il regarde pas le numéro, il le monte, il s'installe. Je vois, il a les coudes, et juste le bout des coudes sur le boudin, pas aligné avec le point de pivot. Pourquoi? Parce qu'il peut pas, le réglage, il est mauvais. Et ça va pas du tout. C'est-à-dire que non, quand tu t'installes sur ta machine, mec,
tu mets ton réglage comme il faut, parce que ton réglage, il est setup, parce que ton réglage, tu le connais, parce que tu... Et putain, tu te mets pas au hasard sur la machine. Et en fait, ça m'a vraiment, genre, ça m'a fendu le cul. Mais vraiment, ça m'a fendu le cul parce que parfois, ça te coûte rien. Tu vois, c'est comme ta proximité de l'échec musculaire, on en parlait tout à l'heure. Ça va pas te prendre Plus de temps. plus de temps. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas à la salle, ta séance, ça va durer 2 heures et que sur tes séries, tu fasses 2 ou 3 reps de plus parce que tu peux le faire, ça va pas te prendre plus de temps, tu vois. Ah, peut-être qu'à la fin, tu seras un peu plus fatigué, mais tu vas avoir plus de résultats. Alors, ça peut te prendre plus de temps dans une situation très particulière, et certains de mes suivis se reconnaîtront, c'est en fait, ils se refusent à tourner avec quelqu'un parce qu'il faudra toujours faire la mise en place de leur réglage, et la personne, du coup, va vouloir avoir ses réglages et tout, etc. Il n'a pas envie de trop pénaliser la personne qui tourne avec lui. Je lui dis, mais non, mais t'y vas, et puis après, vous tournez, quoi. Mais ça peut être une prise de temps supplémentaire si justement vous attendez la machine et que vous puissiez mettre vos réglages et ne plus y toucher. Les réglages, tu vois, c'est exactement la même chose. Mec, ça va pas... En vrai, non, ça va rien changer à ta séance. Genre, juste, tu vas être mieux. Tu vas pouvoir avoir plus de force, une meilleure standardisation, moins de fluctuations. Parce que, en fait, en fonction de ton réglage, tu peux être plus fort ou moins fort. Et après, tu comprends pas. Tu vois, tu as des irrégularités dans ta progression. Un coup, tu es plus fort, un coup, tu es moins fort. Puis après, tu te mets à tout accuser. Ah, tiens, c'est mon sommeil. Ah, tiens, c'est parce que... je sais pas, j'ai pris ce complément alimentaire, alors que pas du tout, tu vois. Ah tiens, c'est parce que... bref, on s'en fout, mais alors que c'est juste ton putain de réglage, tu vois. Et ça te coûte rien. Et Rémi disait, oui, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas vouloir tourner parce que, par exemple, ça va être chiant de changer les réglages. Ouais. Moi, à chaque fois que j'étais en salle de sport, donc, je notais mes réglages, et en fait, c'était très simple. Les personnes reprenaient le même, ouais. Alors non, c'est pas forcément ça, c'est quand j'arrive... Alors, oui, il y a 2 possibilités. Soit, du coup, donc, la personne est déjà sur la machine. À ce moment-là, je la regarde, je lui dis, tes réglages, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je les change. Tu vois, par exemple, moi, je me mets en cran 6, lui, il est cran 4, et le siège, machin. C'est-à-dire que je dis, toi, t'es cran 4 au niveau du dossier et cran 5 au niveau du siège. Et donc, quand moi, je mets mes réglages, à la fin de ma série, je lui remets ses réglages. Okay. Comme ça, j'ai pas de problème. L'autre cas, c'est du coup, quand moi, je suis sur la machine et que quelqu'un vient tourner avec moi. Cette situation est extrêmement rare. Mais effectivement, en général, la personne reprenait mes réglages. Ou alors, quand je voyais que ça allait pas du tout, je lui disais, mais mec... Parfois, je voyais... je me souviens, une fois, j'étais sur une chest press et il y avait une fille qui était venue tourner avec moi. Petite dédicace, c'était mon crush de l'époque. Et en fait, par contre, quand je suis dans l'entraînement, je suis dans l'entraînement. Il n'y a pas de drague, il n'y a pas de crush, il n'y a pas de truc. Je suis dans l'entraînement. Tu lui as dit, mais comment tu t'es réglé là? Exactement, elle a gardé mes réglages. Donc je lui ai dit, non, ça va pas du tout. Et elle était assez petite. Et du coup, j'avais même été lui donner une plaque de 10, tu sais, pour la surélever au niveau du siège, parce qu'elle était trop petite. Et elle avait pris ça pour de la drague, mais non, pour le coup, c'est la salle. C'est la salle. Ça, c'est vraiment important. Hein, vraiment, quand vous voyez quelqu'un faire un faux mouvement, ou même que vous êtes avec lui sur la machine, où vous voyez qu'il ne prend pas les bons réglages, ça ne coûte rien de lui dire gentiment, voilà, moi je te suggère de peut-être descendre d'un cran ton siège, machin. Ou même de lui rappeler que ces réglages, c'est ses réglages, SES. Mais du coup, voilà, fais attention, note bien tes réglages, parce que si, genre, à chaque fois que tu arrives, tu te mets, tu fais « Oh, tiens, je suis pas bien, tiens, hop ». On la voit, la petite manette, là. On le connaît tous, ce mec, tu sais, qui fait varier la hauteur du truc, le machin. Puis après, il fait « Ouais, tiens, là, je suis pas mal, tu vois. Hop là !» Et je fais ma série. Et puis la série d'après, tu sais, tu dis « Oh, en fait, tiens, je suis mieux comme ça. » Et tu changes. Et en fait, non, mec. Non. Non. Je me rappelle quand je faisais mes réglages sur la Smith Machine. J'avais mon banc, pour qu'il soit parfaitement centré, j'avais un disque à gauche, un disque à droite qui venait toucher la structure et qui venait du coup relier mon banc, et pareil devant. Genre, je prenais des disques, des bumpers là, pour venir les mettre pile poil comme il faut. Et genre, il me regardait, il me dit, mais putain, mais mec, il passe 5 minutes. Ouais, mais au moins, j'ai mon setup. Et celui-ci, il bouge pas. Je peux vous dire qu'il est impeccable, il est fait au petit oignon. Et ben, je vais pas le lâcher, quoi. Tu te souviens quand je benchais au basique? Ah bah oui. Je mettais, du coup, donc j'avais un setup avec des poids bumper
Et au milieu, la clé de voûte, c'était un petit disque de 2,5 en caoutchouc rouge. Là. Ouais, les petites microplates. Ouais. Mais ouais, la Smith, ça peut être assez compliqué. Nous, au Gigi, du coup, on a fait des marques au sol. Comme ça, c'est plus simple. À la magnésie. Ouais, à la magnésie, de mettre la Smith au bon endroit. Et après, sinon, pour la Smith, tu sais, tu as les Smiths qui sont marqués au milieu. Ouais, tu descends ta barre sur ton siège. Voilà, tu la poses. Comme ça, tu peux avoir le milieu. Tu peux avoir. Il y a même Panata qui fait des Smiths avec le banc sur lequel tu peux régler. Qui est déjà, ouais. J'en avais une à Budapest. Cette Smith, elle était vraiment, vraiment bien d'ailleurs. Il faudrait qu'on. Dommage, elle est droite. On a déjà une Smith droite. Mais celle-là, on peut l'incliner. On peut l'incliner, l'Arsenal, ouais, c'est vrai. Mais du coup, la Panata était vraiment bien pour ça. Parce que du coup, j'avais juste à mettre mon banc dans le rail. Le rail, en plus, tu peux l'enlever, le relever. Et en plus, la Smith, tu pouvais l'avoir en version compensée ou non compensée. Donc, tu pouvais l'avoir en gros avec des poids qui te délestent. Donc, pour tous les mouvements qui sont très compliqués ou voilà, t'es moins fort, et bien comme ça, c'est plus léger. Et sur tous les mouvements où du coup, t'as besoin de plus de poids ou pour éviter de manger des plaques, quoi, tu pouvais les enlever. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des machines, comme tu dis, là, sur la Smith Panata, etc. Mais on a quand même des Basic Fit qui commencent à s'équiper avec des hack squats, bref, des bonnes chaises presse en plus, etc. Enfin, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, d'efforts par les grandes... comment on appelle ça ? Les chaînes. Les grandes chaînes, ouais, pour alimenter... Alors, c'est pas parfait, bien sûr, et ça sera jamais parfait parce que... Non, mais de toute façon, Rémi, tant qu'ils ne seront pas équipés en Galois Fitness, on ne pourra pas dire qu'ils sont C'était bien ma équipés. chute, mec. T'aurais pu me la laisser, quoi. Vas-y, je fais comme si j'avais rien dit. Alors, du coup, ouais, les grandes chaînes... les grandes chaînes commencent à alimenter un petit peu leur salle de sport, mais ça sera jamais aussi satisfaisant pour des mecs qui écoutent ce podcast et qui pratiquent l'optimisation comme on peut l'entendre. Mais bientôt, il y aura des machines Galois Fitness. Exactement. Voilà, mais ça a moins cette saveur, mec. T'as tout cassé. Je suis désolé. C'est chiant. Mon frère, t'as d'autres choses à dire ? Eh bien non, je crois qu'on a fait un bon petit tour. J'ai fait le tour aussi. Moi, je vais aller stepper là. Très bien. J'ai une petite balade avec un petit pique-nique au bord de l'eau qui m'attend. Eh ben, très bien, bon pique-nique. Avec des sandwichs au thon. Très bien. Bon sandwich au thon. Faut que je coupe des concombres d'ailleurs. T'en as ? Ouais, j'en ai acheté. Très bien, Denis. Concombre bio. Vous savez, il y avait 5 centimes de différence entre le concombre bio et le concombre non bio. J'ai un petit jingle pour le point inflation. Garde-le pour un prochain. On le garde pour la prochaine. Envoie du coup le jingle de fin. Et je pense que c'est comme ça que le podcast va se terminer. N'hésitez pas du coup à le liker, à le noter, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pardon. Et puis nous, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du 0RR Podcast. À bientôt. Ok. Les frères Gallois. Denis sauce piquante. 0RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères Gallois. Salope de Brigitte. 0RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. 0RR Podcast. Les frères Gallois. Ça claque sa mère. À bientôt.